L'entreprise, en fait, c'est une réalité qui présente de multiples aspects. Multiples aspects, en effet, c'est un agent de la production. L'entreprise est un agent économique, c'est l'agent économique de la production par excellence. Je veux dire par là que sa fonction principale en tant qu'agent économique est de produire des biens ou des services, on peut dire et ou des services marchands. Bien sûr, ce n'est pas le seul, il y a aussi les administrations qui, elles, produisent plutôt des biens et surtout des services non marchands. Et c'est là où réside la différence principale entre les deux, comme on l'a déjà précisé précédemment. Mais c'est aussi une cellule vivante, on va voir ce que c'est. C'est une cellule sociale où il y a des hommes et des femmes, des habitudes, une culture, etc. Et c'est vivant. Et c'est aussi un système ouvert sur son environnement par de multiples relations. Alors, expliquons-nous. Tout d'abord, c'est un agent économique de la production. En effet, il produit des biens et des services, comme on a dit, est destiné à être vendu sur le marché. C'est ce qu'on appelle la production marchande. Le contraire, c'est la production non marchande, faite par les administrations. Bien, c'est une cellule sociale. En effet, c'est une cellule sociale vivante, composée d'individus et de groupes en interrelation, dans laquelle existe une culture qu'on appelle la culture d'entreprise. C'est quoi cette culture d'entreprise? C'est un ensemble de valeurs, qiyam, donc qiyam, au sein de qiyma, qiyam, donc de valeurs, de normes, de mœurs, les normes qu'on doit respecter, les règles qu'on doit respecter, d'accord, les mœurs, les habitudes bien sûr collectives. C'est un ensemble de normes, de mœurs, d'intérêts, de sentiments partagés, sentiments qu'on appartient à quelque chose qui nous lie, formant un corps de règles implicite dans le sens où ce n'est pas écrit, ce n'est pas des règles écrites. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle c'est une cellule vivante. Et comme cellule vivante, il y a toujours du nouveau. Et bien sûr, il y a l'entente, il y a l'amitié, il y a l'inamitié, qui ont de l'empathie, qui ont de la sympathie, qui ont l'antipathie pour d'autres, etc. Et donc, on va trouver aussi le conflit, comme on va trouver l'entente, on va trouver aussi, c'est naturel, on va trouver également les conflits entre les membres de cette cellule vivante. Et c'est ça qui donne la vie à l'entreprise ou à ces sous-ensembles, notamment les services, les départements, etc. Et c'est le côté, disons, il y a dans cette cellule sociale, il y a un côté très important informel. Informel, c'est-à-dire implicite, ce sont des choses qu'on ne voit pas sur l'organigramme ou sur les documents officiels de l'entreprise. Bien. Et puis après, c'est un système ouvert. En effet, l'entreprise est un système ouvert sur son environnement. C'est un système, et pour un système, quand on parle d'un système, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments qui sont interreliés et qui visent un objectif, un ou des objectifs, mais disons, un principal objectif visé par l'entreprise, bien sûr, c'est de réaliser, de produire des biens et services destinés à être vendus sur un marché pour réaliser des bénéfices. Et donc, tout système, c'est toujours des éléments qui sont interreliés, qui ont des relations entre elles, comme les parties d'une montre, par exemple, comme les parties d'une machine, comme les parties du corps humain, par exemple, et forcément qui fonctionnent pour atteindre, pour produire quelque chose, pour atteindre un objectif ou des objectifs bien déterminés. Le système est ouvert. À quel moment il est ouvert? Lorsqu'il entretient de multiples relations avec son environnement. Une montre, par exemple, on peut considérer que c'est un système fermé, parce qu'elle travaille, il tourne, il s'en fout qu'il y a le soleil ou qu'il fait froid, ou qu'il fait chaud, ou qu'il pleut ou pas.
Notre montre tourne tranquillement, il compte les secondes, les minutes, les heures, etc. Donc c'est un système, disons, fermé. Mais la plupart des systèmes qui existent dans ce bas monde sont des systèmes ouverts. Le bon Dieu a créé dans ce bas monde des systèmes, des sous-systèmes, des sous-sous-systèmes jusqu'à l'infini, mais qui sont essentiellement des systèmes ouverts. Alors comment l'entreprise est un système ouvert? Tout d'abord, il vise à atteindre un certain nombre d'objectifs. Les objectifs doivent être SMART. Je vais revenir à cette notion d'objectif SMART. Des moyens. Alors dans ces moyens, on va trouver qu'il y a des hommes, des femmes, qu'il y a des moyens financiers, qu'il y a des équipements de toutes sortes, qu'il y a donc des équipements technologiques, locaux, tout ce que vous voulez. Donc un ensemble de moyens qui sont utilisés. On a dit des objectifs, des moyens, mais aussi un processus d'entrée et de sortie. C'est ce qu'on vient de voir. Une cellule vivante, c'est ce qu'on vient de dire aussi, qui évolue, qui s'adapte. Donc il y a à l'intérieur un fonctionnement et une régulation. Et une régulation, c'est-à-dire quand il y a des dysfonctionnements, on trouve des moyens pour réguler et pour corriger et éventuellement éviter dans le futur ces dysfonctionnements. D'accord? L'entreprise ne peut vivre en autarcie, ne peut vivre fermée sur elle-même, autarcie, uzla. Donc il peut vivre en autarcie, c'est-à-dire enfermée sur elle-même, puisqu'on a dit que c'est un système ouvert. Alors forcément, il a beaucoup de relations en amont, fil menba, et des relations en aval, fil masab. Bien, avant de revenir à cette question de relations avec l'environnement, des relations en amont et en aval, on va reposer la question sur qu'est-ce qu'on entend par cette question de SMART. SMART, c'est quoi un objectif SMART? On le rappelle, on a déjà eu l'occasion de le préciser. SMART, en anglais, c'est intelligent. Alors SMART, c'est spécifique, ou plus exactement, c'est précis. M, c'est-à-dire mesurable. Un objectif doit être quelque chose de mesurable. On doit trouver un indicateur pour mesurer sa réalisation, sinon ce n'est pas un objectif au sens managériel du terme. Donc il doit être précis. Par exemple, je donne un contre-exemple pour mieux expliquer. Si on dit par exemple que je veux réussir dans la vie, ce n'est pas un objectif SMART. Pourquoi ce n'est pas un objectif SMART? Dans le sens où comment je vais évaluer si j'ai réussi ou pas. Ce n'est pas un objectif SMART, c'est plutôt comme ça, disons, un rêve. D'accord. SMART, il faut que ça soit précis. Il faut que ça soit mesurable. L'exemple qu'on a donné dans la précédente leçon, c'est chiffre d'affaires, par exemple. On veut que l'entreprise veut augmenter son chiffre d'affaires par exemple, de 5% cette année. D'accord? Donc c'est mesurable. On a fait 100 000, l'année prochaine, il faut qu'on fasse 105 000, donc 5% de plus. Il faut que ce soit A, c'est-à-dire atteignable, ou plus exactement, ambitieux. Parce que atteignable, c'est plutôt réaliste, mais disons ambitieux, c'est-à-dire que ça ne doit pas être un objectif simple à atteindre. Il faut que ce soit un objectif ambitieux et en même temps réaliste, c'est-à-dire pas un rêve. Et surtout, il doit être délimité par le temps. Il faut qu'il y ait un échéancier de réalisation de cet objectif. Bien. Alors, on revient donc à notre question ici. L'entreprise ne peut vivre en autarcie, c'est-à-dire qu'elle a des relations en amont et en aval. Relations en amont et en aval, c'est ça qui nous montre que l'entreprise est vraiment un système ouvert. Alors, quelles sont ces relations en amont, et en aval, relations en amont avec ON, ça veut dire les relations avec les fournisseurs qui fournissent
ou qui apportent donc des inputs, des entrants à l'entreprise. Et en aval, c'est tous comment dirais-je, les partenaires de l'entreprise qui prennent, qui achètent, qui acquièrent les extrants de l'entreprise, les outputs. Donc cette partie, ça sera ce qu'on appelle l'amont, et celle-ci, on va l'appeler l'aval. Donc voici l'amont, et voici l'aval. Et l'entreprise, bien sûr, c'est un processus. L'entrée, c'est le marché du travail, le marché de l'énergie, le marché des matières premières de l'entreprise. Donc le marché du travail, c'est là où on va recruter des ressources humaines pour travailler dans l'entreprise. Le marché de l'énergie, des matières premières, le marché des capitaux. C'est là où on va prendre des crédits auprès des banques, auprès peut-être aussi d'autres partenaires sur la bourse des valeurs, la bourse al-Qiyam. Le marché de l'innovation, où on va éventuellement acquérir des brevets d'invention, où on va prendre des licences pour produire certains produits ou assurer certains services. Et aussi le marché des biens de production, c'est-à-dire des équipements, des machines, où on va chez les fournisseurs de ces équipements pour acheter des machines, etc. Tout ça va entrer dans le système entreprise, et là tout sera combiné et la machine entreprise va tourner. L'entreprise, c'est une grosse machine, une grosse boîte où tout ça va entrer, tous ces inputs, pour aboutir donc à un produit fini pour l'entreprise. Il se peut que ça ne soit pas vraiment fini juste pour le consommateur, mais disons fini, c'est-à-dire fini pour l'entreprise, et il va vers le marché des biens et services, donc chez les clients de l'entreprise, pour qu'ils consomment ça. Les clients, bien sûr, peuvent être des clients consommateurs finaux qui font la consommation finale pour le produit qui est fin prêt pour la consommation, comme ça peut être aussi d'autres entreprises qui font également la consommation, mais c'est de la consommation qu'on appelle intermédiaire. Si l'entreprise, par exemple, produit un bien semi-fini, par exemple, l'entreprise acquis toutes sortes d'intrants, et c'est une entreprise qui fait le tissage, et son produit fini, c'est les tissus. Le tissu, ce n'est pas un produit fini. Le consommateur ne va pas prendre un morceau de tissu pour le mettre et sortir à la rue. Mais pour l'entreprise, c'est une entreprise qui fait le tissage. Donc, pour cette entreprise, le tissu, c'est son produit fini. Elle va être achetée par qui? Va être achetée par des confectionneurs. Le confectionneur va prendre ce tissu comme consommation intermédiaire, c'est-à-dire une consommation pour couper, élaborer des vêtements, etc. Et c'est le vêtement qui va être le produit fini au sens de la comptabilité nationale, si vous voulez, donc fini prêt pour la consommation. Bien. L'entreprise est également, et c'est très important, un lieu de création de la richesse. Lieu de création et pas seulement de la création, mais aussi de la répartition de la richesse, qu'on appelle en économie la valeur ajoutée. Et donc, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée des richesses qu'on appelle valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée créée par l'entreprise? C'est, comme on voit ici, la richesse ou les richesses créées par l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on donne ce terme valeur ajoutée? Alors, on va prendre un exemple. Le confectionneur, par exemple, ou un simple tailleur, par exemple, va acheter un morceau de tissu. Le tissu n'est pas un produit fini. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner plus de valeur. Il va le prendre, il va le couper, n'est-ce pas? Et il va nous confectionner donc un vêtement. Et donc, il a pris des tissus, il lui a donné une valeur de plus. Bien sûr, il a acheté le tissu pour 100 dirhams, par exemple,
et au bout du compte, il a produit un vêtement qu'il va vendre à 150 ou 160 ou 200 dirhams. Alors, donc il a créé quelque chose qui a plus de valeur, même au sens monétaire. Le produit normalement a plus de valeur grâce à ce qu'a fait le confectionneur, aidé bien entendu par ses collaborateurs, ses salariés, aussi les machines et tous les gens qui ont apporté quelque chose à cette entreprise de confection. Bien, donc c'est ça la valeur ajoutée. On peut prendre aussi l'exemple d'un menuisier. Un menuisier, par exemple, va acheter un morceau de bois, mais ce morceau de bois, le consommateur ne peut pas l'utiliser comme armoire ou comme chaise. Mais la valeur ajoutée du menuisier, c'est quoi? Ce n'est pas le bois. Le bois, c'est une input, c'est un entrant, c'est une consommation intermédiaire. Il va donc acheter ça, il va le transformer, le couper, etc. Il va acheter aussi des clous, il va acheter de la colle, il va acheter toutes sortes de produits qu'il va utiliser. Et donc, il va travailler ce bois en utilisant la colle, les clous, le vernis, la peinture, je ne sais quoi d'autre. Et au final, il va nous donner une chaise confortable sur laquelle on va s'asseoir confortablement. Et donc, le menuisier a ajouté de la valeur à ce qu'il a pris au départ. Au départ, il a pris un bois brut, en utilisant bien sûr d'autres fournitures. Il nous a donné un produit confortable, utilisable, etc. Et donc, il a ajouté de la valeur. Est-ce qu'il a travaillé tout seul? Non, certainement. Il a été aidé par d'autres acteurs. Et bien sûr, ces acteurs, est-ce qu'ils vont prendre quelque chose? Oui, ils vont prendre une partie de la valeur ajoutée. Et c'est ça ce qu'on appelle la répartition. C'est ça ce qu'on appelle la répartition de la valeur ajoutée ou la répartition de la richesse. Comment ça va être réparti? Donc, entre plusieurs agents. Et qu'est-ce qu'ils vont prendre? C'est la nature de leur rémunération. Alors, on a tout d'abord les salariés qui vont travailler avec notre menuisier. Il va leur payer quoi? Des salaires. L'État va prendre des impôts. Forcément, s'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de travail. Évidemment, l'État vous donne la sécurité d'abord, vous donne aussi toute une infrastructure, vous donne donc routes, autoroutes, ports, tout ce que vous voulez. Et donc, forcément, il va vous demander de donner une partie de la valeur ajoutée que vous créez comme contribution, sous forme bien sûr d'impôts. Les organismes sociaux, tels que la Caisse nationale de sécurité sociale, donc, qu'est-ce qu'on va donner à ces caisses? On va leur donner des cotisations sociales. Les caisses de sécurité sociale, les caisses par exemple de retraite, hein, la CIMR, la CMR, la CNSS, l'AMO, etc. Les prêteurs comme les banques par exemple, prêteurs de fonds. Ici le fonds veut dire, c'est-à-dire de sommes d'argent. Qu'est-ce qu'on va payer à ces prêteurs? On va leur payer des intérêts. Les apporteurs de capitaux, c'est-à-dire les associés qui peuvent être des personnes physiques ou morales, vont prendre quoi? Vont prendre une partie des bénéfices. Et ces bénéfices qu'on appelle les bénéfices distribués. Distribués à qui? Distribués à ces associés. On les appelle comment? On les appelle des dividendes. Retenez bien ce terme. On appelle ça les dividendes. L'entreprise, finalement, l'entreprise aussi, bien sûr, mérite d'avoir sa part aussi du gâteau. Sa part, c'est quoi? C'est les bénéfices non distribués et qui vont rester temporairement, tout d'abord dans les réserves de l'entreprise. Vous avez certainement commencé, vous avez fait la comptabilité. Oui, bien qu'il y ait le capital social, ou le capital, ça peut être aussi de l'exploitant, mais il y a le capital et en dessous, il y a les réserves. Et dans les réserves, on va trouver plusieurs types de réserves, peu importe. L'essentiel, c'est que là,
on va mettre, ça peut être la réserve obligatoire ou statutaire ou réserve spécifique que crée l'entreprise, on va mettre de l'argent réservé dans les ressources ici, donc dans le passif, mais dans l'actif, ça va être mis dans la banque ou éventuellement dans les caisses de l'entreprise s'il s'agit de sommes donc limitées. J'ai dit réserve, généralement c'est temporaire, puisque à un moment donné, on va faire en sorte à ce que ces réserves deviennent un investissement. À ce moment-là, on va passer de réserve vers capital. Ça c'est dans l'actif, dans le passif, c'est-à-dire les ressources. Et dans l'actif, cet argent va sortir de la banque. On va acheter par exemple des équipements, des valeurs immobilisées, des équipements par exemple, des voitures, camions, machines, etc. Et donc, on va passer de réserve et on va mettre la chose carrément dans le capital de l'entreprise. Et donc dans le passif, dans l'actif, ça va passer de réserve, de banque vers ces immobilisations. C'est ça ce qu'on appelle donc la répartition de la valeur ajoutée. Donc ce qu'il faut retenir, et donc pour résumer, on va dire que l'entreprise crée de la valeur ajoutée et c'est un lieu par excellence de la répartition de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée créée, c'est-à-dire cette richesse créée, va être divisée entre plusieurs acteurs qui ont contribué à la création de cette valeur ajoutée, qui ont contribué directement ou indirectement à la création de cette valeur ajoutée. Et ces acteurs sont les salariés qui vont prendre un salaire, c'est l'État qui va prendre une partie de la valeur ajoutée sous forme d'impôts, les organismes sociaux qui vont prendre des cotisations sociales, les prêteurs de fonds qui vont prendre des intérêts, les associés qui vont prendre une partie des bénéfices, c'est-à-dire les dividendes, et puis l'entreprise qui va prendre le bénéfice non distribué qu'il va mettre dans les réserves en attendant de l'investir ultérieurement.